Alors bonjour, bienvenue donc au 13e salon du training, organisé donc par monsieur André Malpen, n'est-ce pas? Alors, merci à André Malpen d'organiser donc depuis 13 ans en France ce salon du training et depuis 20 ans le salon d'analyse technique. C'est vrai que la culture finance marché est toujours bousculée depuis très longtemps. Alors, je me présente, je me représente, c'est ma 10e conférence dans ce salon annuel, au mois de septembre, juste après les impôts. Bon, bientôt ça va être tous les mois, prélevé dès le mois de janvier 2019, ne vous inquiétez pas, ils ne vous oublieront pas. Tout meurt sauf les impôts, comme disait Keynes. Donc je me présente, Georges Castel, directeur des études de l'ESSK, ancien trader pendant 15 ans, trader options et dérivés. J'ai fait partie des premiers à être sur le Matif, sur le Monep. On avait à l'époque des vestes vertes, de market maker, de teneur de marché. J'ai eu la chance également de travailler dans le groupe Sucre et Denrées, puisque j'ai eu le prix de thèse Maurice Varsano. Maurice Varsano fut le fondateur de Sucre et Denrées. Et donc, je vais vous parler de finance, de marché, de trading, mais également de contradiction. J'avais fait des conférences sur plusieurs années sur la thématique vérité et contre-vérité, sur la finance, les produits dérivés et autres agences de notation. Là, on en reparlera encore aujourd'hui. Il y a eu une année, les femmes de la finance, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous pouvez retrouver toutes mes conférences sur YouTube, bien sûr. On a parlé du krach obligataire il y a 2 ans, qui n'est toujours pas arrivé, mais qui pourrait arriver encore une fois de plus. Demain ou dans 10 ans, nous verrons bien. On a parlé de toutes les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas d'avoir des affaires, en 2013 on avait parlé de la problématique, y a-t-il une French Touch des traders voyous? J'avais répondu oui. On avait parlé de Kerviel, de la baleine de Londres. On avait parlé de Fabulous, Goldman, bon, tous ces gens qui ont fait l'actualité. Alors on a un dernier en date, Aruna Traoré, 41 ans, qui a pris une position one-shot, comme on dit dans le marché, de 7 milliards d'euros. Ah, ça c'est quand même quelque chose. Et c'est pour ça que l'inspiration de cette conférence d'aujourd'hui, c'est donc, comme au football, et je crois qu'effectivement nous avons été vedettes cette année, il faut un arbitrage vidéo dans la finance. Alors tout ça pour dire, la plupart des sports américains, le football, le hockey, le basket, le rugby, ont de l'arbitrage vidéo depuis une quarantaine d'années, ça semblait normal. Et au football, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, ça traînait, il y avait des traditions, on ne contrôle pas, et finalement on est quand même arrivé à faire un arbitrage vidéo. Il était temps. Eh bien dans la finance, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Parce que beaucoup de gens vous disent que tout est dérégulé, alors que finalement quand on voit les problématiques BAL 1, BAL 2, BAL 3, et bientôt BAL 4 à partir du 1er janvier, enfin BAL 3 bis, pour être plus précis, jamais finalement il n'y a eu autant d'instances de contrôle. MiFID 1, MiFID 2, qui embêtent d'ailleurs pas mal de gens, mais qui me semblent tout à fait nécessaires et indispensables. Et malgré tout, on en voit des gens arriver à prendre des positions monstrueuses. Alors il y a eu Kerviel, il y a eu, d'ailleurs je vous signale que depuis avant-hier, sa requête en justice a été une nouvelle fois déboutée, puisque cette affaire, on ne va pas en parler, ça fait plus de 10 ans maintenant, ça a été vu dans tous les sens. Je vous invite à regarder l'excellent film de M. Baratier, qui avait fait Les choristes, L'Outsider. Mais ce film, finalement, a eu un succès moyen, parce qu'il ne rentrait peut-être pas dans le politiquement correct, qui disait que lui était le petit Calimero de service, qui avait raison sur tout, et eux, c'était les affreux Jojo. Alors que ce film démontre d'une certaine façon, un partout la belle ensemble, effectivement, la banque en question, mais il y en a d'autres, avait sa part de tort, mais lui aussi bien largement.
et avec des complicités d'ailleurs nommées dans le film, puisqu'elles sont réelles, et qui effectivement, la Deutsche Bank, pour ne pas la citer, qui doit sa survie grâce, est-ce que vous savez qui est le premier actionnaire de la Deutsche Bank, qui l'eût cru il y a 20 ans? Un fonds chinois, premier actionnaire de la Deutsche Bank. La réalité du monde de 2018, elle est là. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que peu de monde sont finalement préservés quand on fait des mauvais comptes. C'est vraiment ça. Alors, on pourrait se dire, mais bon sang, bonsoir, il y a quand même des procédures qui, depuis toutes ces affaires, ont été quand même mises en place, de régulation, de contrôle justement des clearings et autres. Comment a-t-on pu laisser passer une telle position? Parce que je vous signale que si vous êtes trader amateur, eh bien croyez-moi que pour prendre une position one-shot de 7 milliards d'euros, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et si on n'est pas Bernard Arnault, si on n'a pas une fortune conséquente, normalement, personne ne peut, à titre personnel, prendre une telle position. Bon, de même que les dépassements qui reviennent, tout le monde disait, mais tout le monde dépasse et tout. Bien sûr, mais ne confondez pas rouler sur l'autoroute à 138 km/h, qui n'a jamais fait, ou à 84 km/h sur une route nationale maintenant à 2 voies depuis le 1er juillet, qui n'a jamais fait ça. Mais si vous voyez l'impact du déplacement de Jérôme Kerviel, ou d'autres personnages célèbres dans ce genre d'activité délictueuse, c'était 1500 fois. Déjà, quand vous faites 2 fois ou 10 fois le dépassement, je peux vous dire, on va prendre un exemple. 1500 fois, c'est comme mettre 5 kg de poivre sur une entrecôte de 300 grammes, alors qu'on en met que 3 grammes. Ça fait, vous savez, 100 canettes de petits poivres, vous en mettez. La problématique des chiffres, c'est qu'on ne les voit pas de façon réelle et tangible. On voit des zéros, on voit des 10 puissance 6, 10 puissance 9. Alors qu'en fait, nous, les financiers, les traders, les gérants, nous devons d'être extrêmement rigoureux et fiables pour justement, et donc avoir la tête froide, pour justement gérer des positions monstrueuses. Et d'ailleurs, dans le film de Baratier, l'Outsider, il y a Jean-Pierre qui n'étonne que JPM aujourd'hui, parce que tous ces personnages-là ont réellement existé. Je peux vous dire que dans ce film, tout est vrai. Il y a même beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais tout est réellement vrai. Et effectivement, il dit, mais comment tu as pu dormir tous ces mois et ces mois, parce que ça durait quand même depuis début 2005, et tout le monde le sait. Ce que je dis est public, donc il n'y a rien de confidentiel et tout le monde le savait, dans le milieu tout le monde le savait, comment tu as pu tenir aussi longtemps. La preuve qu'il l'a pu, puisqu'il l'a fait. Mais que c'est dommage d'en être arrivé là. Et ce qu'il y a d'assez dramatique, c'est que le contrôle ne raisonnait qu'en delta neutre, c'est-à-dire finalement de façon globale. Alors depuis, dans les banques, et on voit aussi avec la crise de Lehman, là on fête les 10 ans d'ailleurs, là aussi il y a quand même des fêtes de mauvais goût. Les gens de Lehman, qui le 15 septembre dernier, ont fait une fiesta pour fêter ça. Franchement, un peu de dignité, de décence et de discrétion, messieurs, dames. Et après, ces gens-là, ils s'étonnent que les banquiers et les financiers, on soit stigmatisés par des gens qui veulent tout casser. Bon, un peu de décence, franchement. Je vais pas, ne m'inquiétez pas, je ne vais pas virer ma cutie et me mettre moi aussi à l'aune de l'anti-finance et de l'anti-banque, mais un peu de discrétion et de respect vis-à-vis, effectivement, des problématiques. Alors, j'ai oublié de saluer mes chers étudiants de la 31e promo de la 2019. On les applaudit, on s'applaudit eux-mêmes. Merci à vous de votre présence. Je vois M. Milouz qui est là de la 2015. Alors, je vous rappelle que M. Malpel, dont son fils a fait Dauphine, mais finalement a terminé le master en 2012, le pôle training de l'SSK. Je vous fais cette petite parenthèse, je suis pas là pour la pub. Et effectivement, aujourd'hui, trader action est dérivé chez Barclays à Londres. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand est-ce que réellement la gouvernance des banques, des autorités de contrôle, va effectivement arriver à ce que des scandales comme celui d'Aruna Traoré n'aient plus lieu. Certains, je vous assure, on a fait ce début de conférence à la pré-rentrée du pôle 2019,
on dit mais finalement ça les arrange. Mais comment peut-on entendre encore ça en fin 2018, au vu de toutes les problématiques sur les produits dérivés et aujourd'hui sur les crypto-actifs? Moi je ne les appelle pas crypto-monnaies, parce que je vais parler comme un banquier central, parce que là aussi, il ne faut pas confondre le blockchain, la technologie blockchain, donc tout le monde nous ressasse sans savoir exactement de quoi il en retourne, et les crypto-actifs et les crypto-monnaies. Le Bitcoin en premier, dont on entend beaucoup moins parler, parce que je vous rappelle que fin décembre, il était à 20 000 $ retour, enfin pas tout à fait, qu'il a quand même, il s'est bien cassé la gueule, comme on dit dans le marché, qu'il faisait par 4. Mais il faut bien comprendre une chose, jamais, à titre personnel, je n'ai utilisé le terme d'économie casino, parce que vous savez que tous nos détracteurs, et ils sont très nombreux, depuis des milliers d'années, c'est pas nouveau, c'est pas que depuis 30 ans qu'il y a des détracteurs de la finance et des banques. Mais quelque part, j'ose dire qu'avec les crypto-actifs, ou les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est un jeu de geek fermé, 21 millions, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce que c'est qu'une monnaie. Une monnaie en macroéconomie, et c'est pas une histoire d'ancien monde ou de nouveau monde, c'est une unité de compte, ok, unité de réserve, ah, et oui, de réserve, c'est extrêmement important. D'accord? Et unité de transaction. Bon, eh bien, on se rend compte que ces monnaies-là, enfin, ces crypto-actifs, c'est les termes consacrés par les banques centrales, ne tiennent pas ce rôle. Quel est le sous-jacent de tous ces instruments? La finance se doit d'être impérativement liée à des sous-jacents réels. Sinon, effectivement, ce sont des billets de Monopoly, ce sont un jeu de geek, en économie fermée, dans une logique fermée puisqu'il y en a 21 millions, alors que la logique économique réelle veut que la finance est le miroir comptable de la réalité. Il va bien falloir que tout le monde le comprenne. Et depuis une quarantaine d'années, on cherche de façon, on va dire, polémiste, à toujours séparer la finance d'entreprise corporate, la comptabilité, les commissaires aux comptes, et aujourd'hui, finalement, la compliance. Et là, alors eux, c'est les gentils, et les vilains, c'est la finance de marché, les capitalistes, on va dire, forcenés. Alors, il est temps de réconcilier ces deux mondes. Et il est vrai qu'avec l'apparition de 1400, il y a plus de 1400 crypto-actifs, dites crypto-monnaies, bon, c'est évident que là, on rentre réellement dans une logique d'économie casino. Là, je rejoins, c'est pas parce que je vieillis, pas du tout. Alors, M. Jean Tirole, qui est quand même français et prix Nobel d'économie, a la même analyse, des banquiers centraux. Alors, évidemment, les petits jeunes vont me dire, mais vous êtes tous des vieux cons, vous êtes l'ancien monde, c'est le monde des banquiers centraux, blablabla, blablabla, et nous, on est en train de réinventer le monde. Mais c'est très bien que la jeunesse réinvente le monde. Mais il faut réinventer un monde réel, et non pas virtuel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je peux vous dire que l'état carrière et tout, c'était du réel. Alors, qu'est-ce qui différencie les produits dérivés et les crypto-actifs, les bitcoins et tout? C'est que tout le monde dit les produits dérivés, c'est quoi et tout. Justement, ils sont dérivés d'un actif réel, non pas parce qu'il y a des dérivés mathématiques. Un swap, quand vous dites à quelqu'un qu'un swap, ah mais tout le monde fait des swaps, mais on ne fait pas de produits dérivés. Un swap est un produit dérivé d'engagement ferme. Que ce soit un swap de taux, un swap Cambis, de change, c'est effectivement un produit dérivé Delta One, comme on dit dans notre jargon, d'engagement ferme 100%. Achat ou vente d'une quantité et d'un prix, produits dérivés. Les options sont des produits dérivés. Les structurations de produits, d'ailleurs, très souvent, quand on vous vend des packages structurés, c'est bourré de produits dérivés Delta One et Delta Non-1, c'est-à-dire optionnels, entre 0 et 100%. Mais évidemment, on ne vous le dit pas. Parce que dès qu'on utilise ces mots-là, tout de suite, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une gestion d'exception, c'est une gestion alternative. Ah, voilà encore un nouveau mot qui s'applique à cette gestion-là, depuis une dizaine d'années. La gestion alternative. C'est pas alternative Grunen, mais alternative, ça veut dire pas tout à fait normal, comme aurait dit un ancien président. Mais justement,
il faut bien comprendre que cette gestion avec produits dérivés, quelle qu'elle soit, ne doit pas être une gestion alternative, comme si c'était comme ça une sorte de raffinement pour gens initiés, un peu d'exception, une gestion d'exception. Mais par contre, arriver à une normalisation, à une industrialisation, finalement, d'une gestion financière d'entreprise avec des produits dérivés d'engagement ferme, donc swap, futur, marché interne, mais également conditionnel, option vanilla et exotique. Alors déjà, le terme exotique qui existe toujours, parce que justement, c'est un peu plus compliqué, donc on les qualifie encore d'exotiques. Là aussi, ces produits-là, en fait, ont des considérations supplémentaires. Arrêtons, là aussi, de les appeler exotiques. Mais par contre, avec un objectif commercial de gestion des risques des prix, de gestion, effectivement, du risque de taux, de change, des actifs, des différents actifs, afin, effectivement, de permettre de pérenniser les bilans. Et ça s'appelle comment, pérenniser les bilans? Ça s'appelle le développement durable. Ah bon? Ah bon? Développement durable, c'est pas les écolos, mais pourquoi la pérennité et la durabilité ne seraient vues que sous un angle? Il faut bien voir que pour avoir des préoccupations écologiques, il faut en premier lieu pérenniser et justement transmettre des éléments d'actifs et plutôt que des éléments de passifs aux générations futures afin de permettre de faire du développement durable. Donc c'est une condition préalable à tout développement durable. Donc tout ça pour expliquer que la finance se doit d'être calée en permanence au réel, et les produits dérivés le sont. Alors que je suis désolé qu'on m'explique en quoi les cryptoactifs sont corrélés à des éléments réels de l'économie. Alors ils vous disent, évidemment les promoteurs, que c'est la confiance en la technologie. Mais on a tous confiance en la science et en la technologie. Le problème n'est pas là. Moi, à chaque fois, ce qu'on répondra, mais quel est le sous-jacent réel de cette valeur? Oui, monsieur. Alors, voilà, la polémique sur le quantitative easing. Alors, votre question est tout à fait intéressante. Alors, le quantitative easing, la planche à monnaie et tout. Mais ça s'appelle de la morphine. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est pas livré à moi. C'est-à-dire que quelque part, plutôt que de faire les réformes, on crée de la monnaie de façon effectivement non pas artificielle, parce qu'elle est baquée sur du réel, contrairement à ce qu'on croit. Et ça sera in fine générateur d'inflation. Alors pourquoi il n'y a toujours pas d'inflation? Parce que d'un autre côté, les Chinois qui sont créanciers nets finaux, comme vous savez, 3125 000 milliards de dollars de réserves de change, plus 1200 milliards de dollars d'actifs de créances, et notamment beaucoup de papiers américains. D'accord? Donc ce qui veut dire que eux, s'ils voulaient, one shot, ils pourraient acheter l'Allemagne et la France. Si one shot, l'Allemagne et la France étaient avant. Mais ils ne le font pas. Enfin, pas one shot. Ils le font de façon peut-être plus diluée dans le temps. Mais la problématique de la finance, elle est là. Qui sont les end-users? Qui sont les créanciers nets finaux? Des fonds souverains. La Norvège, 16% des fonds souverains. Près d'1 milliard de dollars net créditeurs. Les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar et toute cette partie-là, et la Chine. Et à côté de ça, où sont tous les endettés, tous les débiteurs nets? Les pays de l'OCDE, la plupart, plus ou moins. Mais elle est là, l'équation du monde. Et l'équation des prix. Parce que finalement, qui tient? Vous voyez, Donald, qui effectivement fait le beau en disant la Corée du Nord, vous voyez, il arrive et tout, mais parce que justement, alors oui, il fait le beau comme ça s'appelle du marketing, ça. Mais en fait, qui tient les rênes? C'est la Chine qui commence à se désengager d'un allié encombrant. Parce que jusque-là, il les soutenait, Delta One, comme on dit dans le jargon, à 100%. Donc lui, c'est du Delta 80. Et le jour où ça sera du Delta 20, effectivement, il y aura une réunification de la Corée. Mais c'est pas encore. Il soutient encore un peu, mais bon. Et c'est pour ça que les choses tournent comme ça. Vous savez, on ne vous dit pas tout à la télé. Hein. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que justement le rôle d'un trader, d'un financier, c'est d'arriver à avoir des informations
effectivement initiés qui ne peuvent pas être su de tous. Alors vous allez me dire, ça c'est tout l'inverse de la logique des marchés. Absolument. La vraie logique des marchés, peut-être qu'on l'atteindra enfin avec la technologie blockchain, qui elle permet de tracer la traçabilité, c'est un mot à la mode, hein, quand vous êtes écolo et tout, d'où vient ma courgette, d'où vient mon potiron, d'où vient ma tomate. Vous mettrez votre bécane et vous aurez le champ d'où il vient et tout. Mais là c'est pareil pour les produits dérivés, et arriver effectivement à les sortir du fatras du hors-bilan comme ils sont actuellement. Alors il y a eu l'étape des IFRS depuis 2005, c'est-à-dire justement de passer d'une comptabilité purement vénale, c'est-à-dire effectivement de valeur historique, à une comptabilité de gestion. Ça c'était la première étape. Et maintenant l'étape blockchain permettra, c'est peut-être encore présomptueux, d'arriver à identifier tous les produits dérivés sur chaque élément d'actif et de passif. Vous pensez que tout le monde est d'accord avec ça? Eh bien non. J'ose le dire comme ça publiquement et tout, non. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent que les choses aillent dans ce sens, mais je pourrais dire, le cabinet d'avocats américain d'affaires très spécialisé dans le produit, Kramer-Levin, pour ne pas le citer, je pense à Maître Blanchet, qui fut aussi un de mes élèves à 2007, et le SCP, qui est avocat, et qui a fait le pôle training de SSK 2016. C'est un spécialiste des produits dérivés et du blockchain. Ben, je veux dire, dans des grandes conférences avec plein de beaux mondes, des banquiers et tout, il y a des grincements dedans. Et c'est pour ça qu'il faut l'arbitrage vidéo dans la finance. La technologie blockchain va permettre enfin à détecter de façon plus subtile, effectivement, les éventuels délinquants financiers, parce qu'il faut appeler un chat, les individus, comme on dirait en droit pénal, et après la sanction. Parce que la problématique du droit pénal, c'est où est la sanction. Parce que même parfois, vous savez que quand il y a une condamnation, elle n'est pas forcément appliquée. C'est ça qui est important. Donc là, on arrive à la croisée des chemins au niveau de la finance. Soit effectivement, on reste dans un monde ouvert économiquement, mais avec une gestion des risques et des contrôles, et c'est le monde dans lequel nous sommes, et on continue à être. Prenons un exemple aussi des ventes à découvert. Chaque fois qu'il y a une crise boursière ou financière, on vous serine, ah mais c'est parce qu'il y a des ventes à découvert, blablabla. Et quelques semaines après, on n'en parle plus. Parce que comme par hasard, les journalistes à chaque fois découvrent que l'on fasse un achat à découvert ou une vente à découvert, seul compte le sens. Si effectivement on supprime les ventes à découvert, ça veut dire que les vendeurs ne seront plus que des gens qui auront déjà acheté, c'est-à-dire un débouclage de position. Donc ça asséchera le marché et ça sera donc inflationniste, parce que chaque fois qu'on assèche un marché, ça fait monter les prix. La problématique n'est pas les ventes à découvert, la problématique c'est ce qu'on appelle le money management, c'est la gestion des risques. C'est effectivement faire en sorte que si vous devez faire un lot, vous n'en fassiez pas 100, et encore moins 100 000. C'est exactement comme la posologie d'un médicament. Quand on vous demande de prendre 3 cachets par jour, c'est 3 cachets par jour. C'est pas 30, ni 300, ni 3000. Quand vous avez un vin comme Romanée Conti ou un Château Margaux, ces vins-là sont des triple A. Et là, je rebondis sur les subprimes et autres. On disait, mais comment a-t-on pu noter certains subprimes triple A? D'abord, ils n'étaient pas tous triple A, arrêtons le délire, mais certains pouvaient l'être. La problématique n'était pas les subprimes, même si je ne suis pas friand de ce genre de produit, parce que quelque part, c'est se financer sur la mort de la bête, parce que c'est un peu ça. C'est que si vous ne pouvez pas vous rembourser, vous prenez sur la bête, ce qui est totalement immoral, d'une certaine façon. Mais reprenons notre Château Margaux, notre Romanée Conti. Hein. Je ne fais pas là la publicité de tel ou tel cru. Et ce sont bien des vins triple A, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et si vous en prenez 20 bouteilles, ben, je peux vous dire que vous avez en commun libre, vous êtes peut-être même mort. Et pourtant, c'était bien du triple A. Donc la problématique de la finance n'est pas finalement les produits en eux-mêmes, même s'il vaut mieux qu'il y ait des produits triple A que triple F, vous êtes, c'est évident, mais c'est avant tout la mesure du risque et surtout la bonne utilisation permanente du produit. Oui, encore une question, monsieur. Allez-y.
la vente à découvert a été interdite sur les banques françaises, les gens ont été détournés par les options. Est-ce qu'avec la loi, ce sera Alors, possible? pourquoi parler de détournement? C'est-à-dire que souvent, quand effectivement on interdit quelque chose, ne pouvant pas faire de vente à découvert un tout petit laps de temps, parce qu'après ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun sens même macroéconomique, les gens achetaient des poutres financées par des cols. C'est pas interdit, c'est pas un détournement. Vous voyez, la façon dont vous dites ça, vous reprenez un discours journalistique, c'est pas votre faute, qui est biaisé. C'est comme l'histoire des produits toxiques. Mais ce qui est toxique, c'est pas le produit en lui-même, c'est la surutilisation de ce produit. C'est effectivement le dépassement de posologie. Si on vous dit de prendre 3 cachets pour tel ou tel produit, c'est pas 300. C'est ça la problématique. Toute la problématique de la finance et de la gestion financière, avec des produits financiers plus ou moins complexes, c'est effectivement la bonne utilisation. Et je vous signale que les directives MIFID vous incitent depuis 2004, parce que MIFID, c'est pas 2018. Ça a commencé en 2004, donc ça fait déjà 14 ans. C'est de lire précisément et d'être bien formé quand vous utilisez des produits dérivés qui soient fermes ou conditionnels, les risques, les mesures, parce que justement, ce n'est pas si simple que cela, parce que là aussi, arrêtons de vouloir toujours tout simplifier en disant la finance c'est facile. Non, c'est difficile, c'est compliqué, et ce qui est difficile quelque part, c'est la cohérence de comportement de bout en bout, et éviter justement l'emballement. Parce que parfois, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations, ils s'emballent, et c'est là où l'erreur arrive. C'est exactement comme le Parisien qui va faire du ski une semaine par an. Le premier jour, il fait piste verte, le deuxième jour, il fait piste bleue, le troisième jour, il fait piste rouge, le quatrième jour, il fait piste noire, le cinquième jour, il fait le cacou, comme on dit dans le sud-ouest, il fait du hors-piste, et c'est là où il se casse la jambe. Parce qu'il se croit plus fort que tout le monde, c'est le syndrome d'Icare qui effectivement tombe bas. Donc en clair, l'immense difficulté de notre métier, de notre milieu, c'est non seulement de bien comprendre tous les mécanismes, et surtout d'avoir une sagesse comportementale dans ces décisions de gestion. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est pas une question d'âge. C'est pas les vieux sont plus sages et les jeunes sont moins sages. Alors il y a des statistiques, tout dépend des personnes et des individus. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement cohérent et tout, et surtout de le rester. Parce que même si vous êtes cohérent pendant 5 ans ou 10 ans, si un jour vous pétez un câble, enfin excusez, c'est des expressions un peu triviales et familières, eh bien, c'est l'erreur de trop. Et même si vous avez bien travaillé des mois avant, eh bien, patatras, vous avez pu détruire toute une position là-dessus. Il faut voir qu'il y a eu des scandales dans des pays pas réputés comme spéculateurs. Souvenez-vous de l'affaire Metallgesellschaft en Allemagne en 89 sur le cuir. Ça, c'est des événements. Complètement une faillite. La Deutsche Bank, qui eût cru que la Deutsche Bank en aurait été dans cette situation-là? Qui l'eût cru? C'était inimaginable. Alors je crois que monsieur a une question. Oui, alors, en fait, la blockchain, c'est en fait pouvoir faire une démonstration comme en chimie, qu'un certain nombre de dosages interviennent dans la formule, et qu'on peut en avoir la lecture transparente. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut éviter comme ça des trucs comme la banque d'Axia, qui a des produits dérivés dont on ne connaissait pas le mécanisme, et qui a fait des calculs à ce moment. Absolument. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les cryptoactifs, les Bitcoin et autres, Ethereum et les 1400, utilisent ces technologies blockchain, mais ça n'a rien à voir. Il faut éviter de confondre le blockchain et les cryptoactifs, ou les crypto-monnaies. Je vais me laisser dans l'air du temps d'appeler ça des monnaies, alors que ce ne sont pas des monnaies, ce sont des cryptoactifs. Oui, monsieur? On vit en société, c'est ce fameux vivre ensemble, qui effectivement est contraignant, d'une certaine manière, mais qui répond aux règles de droit pénal, qui est le fondement même d'une démocratie. Donc la cotation d'actifs réels et donc de monnaie banque centrale sont effectivement un équilibre à la démocratie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tous ces ersatz d'actifs qui se disent monnaie alors qu'ils ne le sont pas, ne correspondent à rien. Et ça, je trouve... Alors, si effectivement parmi vous, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 3000 et qui l'ont vendu à 20 000, bon, mais très bien, bravo. Bon, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont longs à 20 000
et qui sont collés et qui se disent mais comment on va s'en sortir de ça? Vous savez, les emprunts russes en 1917, tout le monde avait dit mais c'est pas possible, une banque centrale ne peut pas faire faillite. La banque centrale de Finlande en 1916 a fait faillite. Une banque centrale peut aussi faire faillite. Parce que quelque part, à force d'émettre de la monnaie, et qui effectivement sont les créances d'actifs réels, mais si après il y en a beaucoup trop par rapport aux actifs réels, vous noyez complètement le marché et le moteur ne peut pas redémarrer. C'est exactement la même logique. Et donc c'est la faillite, la banqueroute. Souvenez-vous des assignats de l'eau en 1720. Donc justement, toutes ces règles prudentielles sont là pour pérenniser les actifs et donc faire du développement durable des actifs. Et c'est pour ça que moi je m'interroge quand même de savoir, mais pourquoi il arrive encore à sortir des gens qui puissent accumuler 7 milliards, c'est pas 7 milliards de pertes, hein, comme ce monsieur Traoré, bon à la limite, le nom est connu et public, donc je cite ce nom, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Comment il est possible qu'il ait pu accumuler une telle position sans s'être fait prendre avant? Le problème, il est là. Qu'il y ait des gens qui ont envie de faire des bêtises et des conneries, ça, il y en a tous les jours. Mais la problématique d'une civilisation évoluée et qui permet de bien contrôler, c'est de faire en sorte de liquider ce genre de position dès le départ. Et pas faire en sorte qu'elle s'accumule. C'est exactement comme un cancer qui est découvert en stade 4. Pourquoi on ne l'a pas découvert en stade 1? Eh bien là, c'est pareil. Découvrir une position de 7 milliards long, short, et même si la position est bonne, c'est-à-dire sous-entendu gagnante, on ne doit pas arriver à ça. La technologie blockchain pourrait arriver à résoudre ce genre de problème. Mais là, c'est pareil, je ne suis absolument pas naïf. Il y a des gens qui trouveront des moyens de détourner, de machin. Moi, ça me rappelle, je suis assez âgé, ou vieux, ou pas vieux, ou junior. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut une époque où il y avait des disques vinyles. Bon, ça revient à la mode, vous savez, des disques noirs, et il y a eu les CD. Bon, le compact disque, c'était les années 80. Bon, les compact disques, ils étaient censés inrayables. Ah non, non, ils ne seront jamais rayables, donc, comme les micro-sillons et tout. Les CD, ben, ils pouvaient se rayer. Alors, ils ne se rayaient pas comme un micro-sillon, ils pouvaient sauter, enfin, et ainsi de suite. Pour la blockchain, c'est pareil, il ne faut pas non plus être BA. Mais il est évident, et monsieur, vous avez raison, merci d'avoir pris cet exemple de la chimie, ou justement de la traçabilité des oligo-éléments, des différents... Et justement, tout le monde aujourd'hui est sensible sur la traçabilité des aliments, des choses. Et c'est bien, c'est le fait d'une société moderne et évoluée. Si les gens se souvenaient le manque d'hygiène... Dès lors qu'on n'est pas dans une démarche de transparence. Oui, mais alors, vous remplacez par quoi? Par des acteurs non régulés? Parce que justement, non mais je fais un raisonnement à l'absurde. Mais quelque part, votre questionnement est bon, mais la solution de dire on va faire du hors-système et tout, comme par exemple le crowdfunding. Alors le crowdfunding est sympathique, les méchants banquiers sont tous des salauds. Bon, ça c'est la rhétorique, comme diraient certains journalistes populistes. Bon. Mais si on réfléchit bien, l'une peut-être des prochaines crises, peut-être le futur crack obligataire. Pourquoi? Il va y avoir un crack obligataire. Elle dit, ah ben oui, il y a 2 ans, il nous a dit ça, il n'est toujours pas arrivé, le crack obligataire. Mais effectivement, mais on ne peut pas durablement avoir des taux longs aussi bas, avec des dettes publiques et des déficits. Et d'ailleurs, le patron de BlackRock, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un article, il a encore dit, il s'inquiète énormément du niveau d'endettement public, et surtout des niveaux de taux longs bas. Si, là, les taux, s'ils étaient à 14 ou 15%, comme ça a été souvent le cas, des taux longs 10 ans et 30 ans, ça serait plus en rapport avec le marché. Mais aujourd'hui, ils sont entre allez, 0 et 3%. Enfin, ça dépend desquels. C'est hallucinant. Même les taux grecs sont très bas par rapport à l'incurie totale. Quand on voit M. Tsipras aller crâner à Ithaque cet été, comme Ulysse, il se prend pour Ulysse. Non mais c'est hallucinant. Merci, c'est fini le problème grec. Oui, mais ça nous a rajouté 2% de dette publique à tous. C'est pour ça qu'on converge vers 100%. Entre la SNCF, où effectivement on reprend à plus de la moitié la dette de la SNCF, plus effectivement le problème grec, on va arriver à 99% de dette publique par rapport au PIB. Alors il y a des gens qui vous disent au Japon c'est plus de 200%.
Sauf qu'au Japon, effectivement, malgré tout, cette dette publique appartient à 97% à des résidents. Mais malgré tout, il y a une atonie de la croissance depuis 40 ans. Souvenez-vous que le 27 décembre 89, le Nikkei était à quasiment 40 000 points. 40 000. 39 786. Bon, il a combien le Nikkei aujourd'hui? Bon, voilà. C'est ça. Le CAC 40, il remonte et tout. Bon, en avril 2000, il était à près de 7 000. Aujourd'hui, il y a combien? Le Dow Jones, c'était combien en avril 2000? Il est à 10 000. Aujourd'hui, il est à 25 000. Enfin, même peut-être plus. Voilà, quand on dit la bourse, la finance ne reflète pas le long terme, bien sûr que si. Il est à la fois, finalement, la finance, elle est à la fois ultra court-termiste, moyen-termiste et très long-termiste. Elle est tout. Mais vous avez infiniment raison, il nous faut une finance raisonnable, raisonnée. D'ailleurs, certains, maintenant, les imaginent avec des religions, mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Vous savez l'histoire du prêt-intérêt. Toutes les religions monothéistes ont interdit le prêt-intérêt, que ce soit les juifs, les chrétiens et les musulmans. Toutes les religions monothéistes, depuis la nuit des temps, ont interdit le prêt-intérêt. Et ensuite, par pragmatisme, ils se sont rendus compte que l'on fasse finalement une valorisation de plus-value, pour une soucoupe par exemple, et un détachement de coupons, mathématiquement, c'était exactement la même chose. Voilà, alors, appelons ça revalorisation et tout, mais la finance, quelque part, c'est le chiffre, et le chiffre juste. Et vous, monsieur, qui avez l'air d'être un scientifique, vous avez un discours scientifique, vous avez raison, nous devons cette rigueur du chiffre, des faits, comme dirait la reine d'Angleterre, no complaints, just with facts. Les faits, les faits, les faits. Être totalement factuel. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens dans la banque d'investissement et la finance de trading peuvent apparaître comme des gens froids et sans affect, alors qu'en fait ils ne font que refléter cette façon d'être de rigueur permanente par rapport justement aux choses. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a un accident sur les produits dérivés, à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu une erreur humaine ou une malversation. Mais d'un autre côté, il faut quand même savoir qu'il y a plus de près de 700 000 milliards de dollars de produits dérivés traités, et ce n'est pas que de l'aspect pur, loin de là, c'est énormément d'opérations de couverture dans le monde entier, mais c'est exactement comme si on faisait la liste tous les jours de tous les avions qui arrivent, qui arrivent sains et saufs dans tous les aéroports du monde. Hein, nous avons des ingénieurs parmi nous. Combien il y a d'avions qui arrivent sains et saufs tous les jours? Au moins 80 000, je crois, 100 000, dans le monde entier. Ça doit être un chiffre dans ce genre-là. Qui ça intéresserait, la liste de tous les avions qui arrivent sains et saufs dans tous les aéroports du monde? Ça intéresse qui, cette statistique? Personne. Par contre, quand il y a un avion qui se crache à le Paris-Rio, parce que malheureusement, ça s'appelle un aléa. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans l'aléa, hein, vous allez me dire, à gueule de statistique, je m'en fous si c'est votre fils, ou votre femme, ou votre frère qui est mort dans l'avion, ou si c'est vous. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Pour la finance, chaque fois qu'il y a un accident, on ne parle à chaque fois que des choses qui fâchent, parce qu'il y a en permanence cette suspicion qui est à juste titre. Oui, il y a des voyous dans la finance, bien sûr. Il y a des voyous partout, de toute façon. Ça fait partie de la nature humaine. Hein. D'ailleurs, vous avez des psys qui vous disent « Ah, mais il faut justement savoir s'affranchir des règles. » Mais, ah bon? Ah bon? Eh bien non, justement. Dans notre monde de financiers et de régulateurs, nous devons faire en sorte que les règles soient acceptées de tous, parce que le problème, il est aussi là. C'est la façon de faire les règles. Parce que si effectivement tout vient d'en haut, plaqué, on vous fait une réunion, de toute façon vous n'avez rien à dire, c'est comme ça et tout, vous n'avez pas votre mot à dire dans justement l'élaboration de ces règles, là il peut y avoir des problèmes. Aujourd'hui, effectivement, on a changé de monde. Il y a les réseaux sociaux partout. Le moindre événement, le moindre truc peut être enregistré. Là, aujourd'hui, je suis enregistré, ça ne me dérange pas, parce que je le sais. Et même si je ne le savais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Parce qu'on n'est pas là pour dire des bêtises. Parce que c'est vrai que trop longtemps, il y a eu cette
je dirais, cette habitude quelque part, de dire des discours en off, entre soi, parce que quelque part ça flattait les gens qui étaient là, en disant ah mais nous on est initiés, les autres ne sont pas, donc on va dire des choses, vous voyez, et on voit dans des écrans pressants, les hommes politiques qui se sont fait prendre benoîtement, je sais très bien que mes étudiants ils peuvent m'enregistrer et tout. Et d'ailleurs je me suis rendu compte du changement générationnel, parce que moi je sais que de mon temps, moi, je parle comme un vieux con, hein, c'est pas ça, mais jamais personne n'aurait fait ça. Alors aujourd'hui, les gens vous disent, mais on n'a pas le droit d'enregistrer. Ils n'ont même pas conscience qu'ils n'avaient même pas le droit de le faire. Alors après, vous dites, mais ils me prennent pour un idiot, pour rester poli. Mais non, parce que quelque part, tout est enregistrable et traçable. Et c'est ça qui est intéressant dans cette génération, c'est que comme quelque part les gens sont habitués à être cotés de tout, aujourd'hui, vous voulez aller au restaurant, au cinéma, faire un voyage, vous regardez sur TripAdvisor, vous regardez les rankings, tout le monde est dans la logique de la cotation et du marché ouvert, et donc du contrôle, quelque part. Donc quelque part, c'est sûrement avec cette génération qu'on va arriver à aboutir à ce que je faisais il y a maintenant 30 ans, un cours qui était la gestion de produits dérivés, qui était peut-être un cours de gestion fiction à l'époque, et qui devient une totale réalité aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous, monsieur, et vous aussi, monsieur, qu'en fonction des différents pays, le droit pénal financier est trop faible, et notamment dans les applications des peines. On est loin du temps de Jean Valjean, où effectivement, quand on volait une pomme, on faisait 20 ans de galère. Il serait peut-être bon qu'il y ait un juste milieu du droit pénal financier, du droit pénal tout court d'ailleurs, et faire en sorte que les peines soient réellement appliquées. Hein, effectivement, il faut prévenir, mais quand effectivement on a failli, et notamment dans notre monde de financiers et de gérants, parce que le problème, pourquoi souvent les banques et les financiers ont mauvaise presse? Parce que parfois, quand vous perdez 100 000 euros, mais ça peut être une vie entière d'économie, ça peut être effectivement un malheur absolu sur 3 générations d'une famille. Et beaucoup de gens ne réalisent pas. Et c'est ça le problème de fond, parce que quelque part, on touche sur un des gros tabous. De toute façon, il y a 2 énormes tabous. C'est la mort, effectivement, l'argent, peut-être aussi le sexe. Enfin, vous voyez, il y a un triptyque de tabous, effectivement, qui sont très importants. Et effectivement, l'argent, la finance et la banque se doivent d'être régulés, non pas par des douaniers zélés, parce que là, c'est plus des arbitres qui siffleraient n'importe quand. Il faut que, effectivement, les arbitres soient peut-être des anciens joueurs, si je peux me permettre l'expression de joueurs, des anciens praticiens qui connaissent aussi les mauvais coups, les magouilles, tout ce qu'on veut, qui connaissent tous les trucs, et qui, quelque part, qui soient donc bien rémunérés. Parce que qu'est-ce qui amène aussi souvent les problématiques corruptives et tout? C'est que les gens, certaines personnes qui ont des postes clés, ne sont pas payés à leur juste rémunération. Le problème de fond, il est là aussi. Il faut aussi bien l'admettre. Et donc finalement, la tentative de la corruption vient que la finance ne doit pas être libre de la tentation, ça doit être justement un domaine où les gens soient vertueux. Alors vous allez dire, il est fou, il est complètement utopiste et tout, absolument pas. Mais je crois que quand on enseigne, quand on a été un praticien soi-même et qu'on enseigne la finance notamment, on ne doit pas enseigner exclusivement des notions techniques, mais également tout un système de valeurs personnelles. Et moi je sais que certains de mes anciens élèves, depuis 30 ans, parce que là c'est la 31e promotion, et bien quelques-uns, on va dire, n'ont pas été très clairs et très fair-play. Et je ne les soutiendrai pas. Parce que le problème souvent, c'est que quand vous avez une brebis galeuse dans un groupe, ben les gens disent, bon, ben allez, on va lui pardonner. Et ça s'appelle du clanisme ou du corporatisme. Et ça, ce genre de comportement, nos jeunes, c'est ça qu'ils veulent entendre. Et surtout voir pratiquer. Parce que c'est pas le tout de faire des beaux discours. D'ailleurs, c'est ce que je leur dis tous. Vous me testerez, vous m'évaluerez sur les faits, pas uniquement sur les discours. Eh bien oui, il faut un arbitrage vidéo dans la finance. Il est temps, il est vraiment temps, je ne sais, oui, il reste encore quelques minutes, je pense, pour cette conférence. Il est vraiment temps que la technologie blockchain soit appliquée
sur tous les produits dérivés de façon systématique, permettant de tracer ainsi, et même s'il y a des grassements dedans, mais c'est ce qui est en train de se passer, d'éviter, parce que moi ce que je crains, c'est qu'il y ait une telle bulle sur certains cryptoactifs, qu'il va y avoir un gros ramassis, et le jour où il va y avoir un énorme bouillon là-dessus, vous verrez que tous les rats sortiront du navire et passeront à autre chose. Hein, ça me rappelle un peu la tulipomania de 1637, vous savez, qui fut la première grosse bulle qu'il y a pu y avoir dans l'histoire du monde, aux Pays-Bas. Et pourtant, les Hollandais sont des gens très rigoureux, très luthériens, comme dirait notre président en parlant des Danois. Bon, mais là c'est pareil, même les gens les plus vertueux, vous savez, la crise islandaise, vous vous souvenez de la crise islandaise, là où Enrico Macias a perdu 20 millions, vous savez, en 2008, vous vous souvenez de cette anecdote? Bon, mais qui l'eût cru qu'en Islande, hein, des gens rigoureux, blablabla et tout, il y a un effet de levier de 20 sur toutes les banques. Ils ont découvert ça. Ah merde alors, c'est pas possible. Ah ben si, l'effet était là. C'est ça qui est pathétique, c'est que quelque part, il faut éviter, l'immense difficulté, c'est éviter de se laisser aller dans la facilité, dans une zone de confort qui effectivement permet tous les excès. Et seul les faits démontrent, et quand effectivement il y a des pertes, croyez-moi que ça fait très très mal. Et monsieur disait qu'effectivement en chimie, c'était effectivement des actifs réels, mais croyez-moi qu'en finance, ce sont des pertes. Et la perte, ça veut dire la ruine, ça veut dire des suicides, ça veut dire des horreurs. Donc vous voyez, par voie de conséquence, la finance, quand elle est mal gérée, quand elle est mal contrôlée, effectivement, permet d'arriver à des drames humains épouvantables. C'est la même chose. Mais un monde sans finance, un monde où on reviendrait dans des logiques, comme le disait monsieur, c'est un monde où il n'y aurait plus que quelques millions de personnes sur Terre. Il y a aujourd'hui des complotistes qui vous disent oh, ben, si on avait plus de 200 millions sur Terre d'habitants, ça serait plus simple la vie. Ouais, mais on va tuer comment? Et oui, mais il faut aussi voir qu'on est dans un monde de 5 milliards 3 qui permet de nourrir 10 milliards de personnes, où effectivement il y a des masses, des choses comme ça, et que quelque part, il y a de la science, il y a des progrès, et il faut arriver effectivement à ce fameux vivre ensemble, mais non pas de façon démagogique et sympathique et gnangnan, mais de façon efficace, réelle. Et l'un des buts aujourd'hui de la finance d'aujourd'hui et de demain, c'est d'arriver à cette traçabilité partout. Les gens exigent ça. Le monde d'aujourd'hui exige cette transparence qui existe sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que beaucoup de gens, utilisateurs des réseaux sociaux, ont une culture très anti-marché et anti-banque, alors qu'eux-mêmes ont des comportements extrêmement marchéisés. C'est ça tout le paradoxe. Oui, dernière question peut-être, parce que je crois que... Oui. Alors, une question à monsieur, parce que vous avez posé déjà beaucoup de questions. Allez-y. Mais parlez fort, s'il vous plaît. Viens là. Venez là pour... Ça devrait aller. Les 7 milliards que vous avez pris, j'aimerais savoir à quelle banque vous les avez pris. C'était un courtier anglais, donc je dirais le nom, vous pouvez retrouver. Parce que là, il va y avoir un procès. Hein. Voilà, bon, peu importe, mais ça pourrait... La problématique, c'est comment se fait-il que dans un endroit, ils aient laissé une position jusqu'à 7 milliards, et même si elle est gagnante. Le problème, c'est pas de savoir si elle est gagnante ou si elle est perdante. Bon, c'est préférable qu'elle soit gagnante, mais le problème, c'est d'arriver one shot. C'est pas en un jour qu'il a fait une position de 7 milliards, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a eu des négligences ou des complicités, j'en sais rien. Le problème, c'est que ce truc-là, il aurait dû être coupé dès le départ, point, sans état d'âme. Et c'est pas arrivé. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut, les jeunes et les moins jeunes, arriver à comprendre pour que justement éviter tout procès d'intention, tout procès tout court. Oui, monsieur, venez là parce qu'il n'y a pas de micro flottant. Alors pourquoi la plupart des échanges internationaux se fait en dollars? Mais bien sûr, mais pourquoi? Mais parce que on l'a voulu et on y a contribué. Et comment on y a contribué? En ne construisant pas l'Europe. Moi, mes amis chinois me disent, mais si l'Europe était unie et fédérale, vous seriez de loin la première puissance du monde. On a laissé faire. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
Jean Monnet, c'était quand même éviter qu'il y ait des guerres mondiales et notamment qui ravagent l'Europe. Parce que ça a été fait quand même. Alors je ne dis pas que l'Europe est parfaite, mais quand on voit ce qui se profile peut-être aux élections européennes de 2019, cette logique fermée, nationaliste, protectionniste, le crack de 29, qu'est-ce qu'il y a eu le crack de 29? Moins 80% entre le 24 octobre 29 et le 27 juillet 1932. Le Dow Jones valait 41 points 87, le truc qui vaut 26 000 aujourd'hui. 41 points, Massan, 31 décembre 31, 41 points, 250 en 29, voilà les réalités. Suite à quoi? À des politiques protectionnistes, nationalistes, protectionnistes économiques, patriotiques économiques. Chaque fois qu'il y a ces logiques fermées, on rentre dans des logiques de guerre tout court. Point barre. Il faut arrêter un chat. Donc on est dans un monde, on a 7 milliards d'habitants, il faut apprendre à gérer ce monde tel qu'il est, scientifique, avec des vaccins. Pourquoi il n'y a plus de maladies incroyablement douloureuses en France? Parce qu'il y a une politique vaccinale depuis plus de 50 ans. Arrêtons les délires sur les cheveux. Oui, il y a parfois quelques accidents, et c'est très malheureux, c'est horrible sur les personnes sur qui ça tombe. Mais moi je demande à tous ceux qui viennent de régions où il y a des endémies, vous allez en Afrique, vous allez dans certains pays d'Asie et tout, des maladies de partout, mais qu'est-ce que c'est que ces comportements d'enfants gâtés? Mais c'est ça le problème de fond. Et effectivement, monsieur, vous avez raison, les sanctions pour les délinquants financiers sont beaucoup trop faibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vais arrêter par là, et l'émission aujourd'hui célèbre de Ruquier, pourquoi se gêner? C'est toute l'époque qui est ainsi. Mais pourquoi se gêner? Puisqu'il n'y a pas de punition, pourquoi se gêner? Mais justement, le problème, il est là. Arrêtons de dire que dans les banques, la finance et tout, il y a des voyous. Arrêtons, c'est insupportable. Et ça, il faut bien le comprendre. La problématique de nos démocraties, c'est de penser que la punition n'est que l'acte des dictatures. Alors qu'en fait, il y a un effritement des valeurs, et cette valeur-là, vous l'avez bien dit, et c'est pour ça qu'il y a tellement un discours anti-banque et anti-finance, c'est parce qu'effectivement, on a affaire à des personnes sans scrupules, et pourquoi se gêner puisqu'il n'y a pas de punition? Dans les faits, il est bien là le problème. Donc, un arbitrage vidéo dans la finance, et un droit pénal financier beaucoup plus coercitif et juste. Là, c'est pareil. On ne va pas condamner des gens. Vous savez, il y a eu des erreurs judiciaires, le pull vert rouge et tout en 76, mais c'est pas parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires, il faut être bien sûr, mais il faut que quelque part, les gens, quand ils commencent à faire des délinquances financières, qu'ils aient extrêmement peur d'avoir des sanctions très graves. Et ce n'est pas le cas. Et vous verrez que si effectivement il y a des sanctions très, très lourdes, eh bien ça dissuadera les impétrants voyous. Voilà. Parmi les sanctions, il faudrait que les personnes morales ne frappent que les personnes physiques. Absolument, les personnes morales et les personnes physiques. Alors, entre parenthèses, quand il y a quand même eu des sanctions, la justice américaine contre des banques françaises, la BNP, mais aussi contre JP Morgan. Il y a quand même eu des sanctions, des choses qui n'arrivaient pas. Là, les GAFA ont payé 13 milliards de dollars. Oui, oui, ça commence à venir. Ça commence à venir. Mais ce qu'il faut il faut détoxiquer la mentalité de certaines personnes. Le problème, ce n'est pas la finance, le problème, c'est les personnes, enfin, certaines personnes, parce que là, pareil, il ne faut surtout pas stigmatiser tout le monde et surtout pas généraliser. Mais le problème de l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'on cherche à tout globaliser. Qu'on soit là depuis un jour, 30 ans ou 20 ans, efficace ou pas efficace, tout se vaut. Eh bien non, il faut arriver effectivement à discerner des sanctions individuelles et non plus collectives. Je rappelle quand il y a eu les réformes Juppé en 1995 sur les trucs de santé, pourquoi ça avait foiré? Parce qu'ils rentraient dans une logique de sanctions collectives. Connaissant le milieu médical et tout, il y en a qui magouillent, il y en a qui ne font pas. Arrêtons cette logique toujours de collectiviser les fautes, et par contre rendons individuelles
effectivement le droit pénal. Là, effectivement, les gens se sentiront plus protégés. Parce que moi, je vais dire une chose, si vous faites des opérations de crowdfunding et tout, vous n'avez aucune sécurité. Ce n'est nullement sécurisé. Alors que la banque, je ne suis pas l'avocat des banques, il y a des voyous dans les banques, bien sûr. Mais vous êtes sécurisé au moins par 23. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quand un banquier vous dit non, même si vous le connaissez depuis 20 ans, c'est parce que quelque part, vous ne rentrez pas dans les grilles de risque. À la limite, finalement, c'est une sorte de robot qui donne l'ordre, et puis il y a un gars qui est là, qui n'est pas là. Et c'est ça le problème. C'est que quelque part, il y a tellement eu d'abus qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. D'où le développement du crowdfunding et autres. Mais le crowdfunding n'est absolument pas sécurisé. Je ne dis pas de ne pas en faire. Mais attention, ce n'est pas du tout sécurisé. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute à tous. Retrouvez-nous sur le stand de la spectacle que vous avez fait. Pour la petite histoire, je salue encore M. Malpel et son fils qui n'est pas là, qui est à la Barclays à Londres et qui fut un de nos étudiants. Et merci à vous tous d'être présents tous les ans à ces conférences qui font toujours polémique. Merci à vous.